Merci à vous d'être présent. Juste après la pause déjeuner, c'est très courageux de votre part. Donc on va passer ce petit moment entre nous. L'objectif, c'est de discuter de e-commerce. Donc je pense qu'à la fin, on gardera 5 minutes pour discuter un peu de questions. Et sur ce sujet-là, quel sera le e-commerce de demain ? Je l'ai choisi parce que généralement, on voit beaucoup de choses sur le e-commerce. Donc vous avez beaucoup de formations, de cours, aussi d'innovation, donc on voit beaucoup de technologies, mais on n'a pas réellement cette projection à court terme, au sens de dire comment je peux faire évoluer mon business sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Et donc c'est ça qui m'a paru intéressant d'aborder sur cette thématique. Avant de commencer cette conférence, est-ce qu'il y a des e-commerçants dans la salle? Très bien, beaucoup de curieux. Est-ce qu'il y a des agences peut-être qui sont en rapport ou des solutions avec le e-commerce? Ok, très bien. Et d'autres curieux. Je me présente donc Nicolas Chevalier, je suis le fondateur et le dirigeant d'e-commerce Nation, qui est une start-up qui a maintenant 3 ans. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de base de données, pas de communauté autour du e-commerce en France, mais aussi à l'international. Du coup, on a créé un média qui rassemble plein de conseils. Aujourd'hui, on nous appelle un peu la Bible du e-commerce parce qu'il y a beaucoup d'informations sur notre média. Vous pouvez retrouver des podcasts, des articles, des livres blancs, des webinaires, et c'est totalement gratuit. Donc c'est ce que vous pouvez retrouver sur nos différents sites. Et donc aujourd'hui, moi je suis là en tant qu'explorateur. Ce que j'ai envie, c'est juste de vous présenter ce qu'on peut voir au sein de notre communauté à travers les différents acteurs qu'on fréquente et avec lesquels on est en contact, c'est de vous partager un petit peu les clés sur le e-commerce de demain. Et donc, comment ça va se passer, cette heure ensemble? Ça va être très simple. Je vais vous présenter voilà, comment va évoluer le e-commerce prochainement, avec des exemples actuels. Et là, normalement, si vous êtes très réactif, vous allez me dire « Oui, mais Nicolas, comment tu peux nous présenter le e-commerce de demain avec des exemples d'aujourd'hui ? Tu ne nous prendrais pas un peu pour des truffes ?» Pas du tout, parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà des e-commerçants qui permettent voilà, de se projeter, qui sont dans le futur, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un peu cette problématique-là, comment transmettre du retour d'expérience entre les e-commerçants, entre les entreprises, et fluidifier cette intelligence collective. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec notre média, et c'est ce que je vais faire à travers cette conférence. Je vous propose donc de parcourir ensemble un peu cette histoire du e-commerce. Comment il a évolué le e-commerce? C'est récent, Jean-Louis nous en parlait encore il y a quelques années. Voilà, c'était la naissance du e-commerce. Et puis après, de se préoccuper sur les différentes facettes. Je pense qu'il y a des domaines que j'ai listés, comme l'aspect de production. Aujourd'hui, un e-commerce, c'est aussi une marque. Cet aspect de logistique, vers quoi on s'oriente et comment je peux le mettre en place pour mon business. L'aspect marketing, et puis l'aspect d'achat ou d'expérience utilisateur. Donc voilà le programme que je vous propose. Est-ce que ça vous va? Très bien. J'aime cette énergie juste après la pause déjeuner, c'est ce que je veux voir. L'histoire du e-commerce. Le premier produit vendu, c'est un album de Sting aux États-Unis. C'est le premier réellement produit qui a été vendu en 1994. Donc au final, le e-commerce, c'est pas si vieux que ça. Jean-Louis a l'air très jeune avec toutes ses expériences et le e-commerce. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve 25 ans plus tard. 3 000 milliards de dollars. C'est ce que génère le e-commerce dans le monde. 94, 25 ans plus tard, 3 000 milliards de chiffre d'affaires générés sur le e-commerce. Donc cette échelle, elle est vraiment importante à prendre en considération parce que 25 ans, c'est ultra court. Si on regarde sur d'autres cycles économiques, c'est vraiment un cycle qui est très court. Et la France, en 2005, pesait 8 milliards d'euros pour l'aspect e-commerce. Et en 12 ans, ce chiffre a été multiplié par 10. Donc 12 ans, chiffre d'affaires multiplié par 10. Je vous ai mis énormément d'infographies et de chiffres. Alors, je sais que ça va faire beaucoup de chiffres. Vous pourrez retrouver la présentation après la conférence si vous avez besoin de ces informations-là. Elle sera disponible. On se rend compte qu'il y a une progression qui est phénoménale sur le e-commerce, mais aussi que le e-commerce, c'est pas juste de la vente en ligne. C'est de la vente en ligne qui va s'emparer aussi d'un pourcentage des ventes qui sont physiques. Donc là, vous avez le pourcentage du e-commerce
qui représente sur les ventes retail, donc de la distribution traditionnelle. Et donc ce pourcentage, il tend à évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à distinguer le e-commerce du commerce traditionnel. C'est en voie de fusionner et d'évoluer. Sur la France, une courbe de chiffres qui va dans ce sens-là, comme je vous l'ai dit, en 12 ans, multiplié par 10 le chiffre d'affaires. Donc on arrive à un certain niveau de maturité par rapport au e-commerce. Ça a été créé il y a 25 ans, ça évolue, et aujourd'hui, ça fait partie de nos vies. Aujourd'hui, qui a déjà commandé sur Amazon? Levez la main. Ok, j'ai nombreux. Très bien. Qui a déjà commandé sur Deliveroo, par exemple, à manger? Très bien. Donc on voit que les usages, ils font partie de notre vie. On utilise des apps, on est connecté avec notre téléphone. Et donc sur les prochaines années, c'est ce qu'on observe. Ce graphique-là illustre cet aspect de potentiel rien que sur le domaine alimentaire, un domaine qu'on avait du mal à envisager il y a quelques années, son évolution et sa croissance. Mais aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc là, je vous ai mis un peu un état des lieux. On voit en 25 ans, ça explose. C'est très bien. Et je pense que sur l'aspect économique, il y a de nombreuses pratiques qui explosent. Mais après, on se pose la question, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que d'acheter sur Amazon, c'est quelque chose de bien pour l'économie française? Est-ce que de consommer tout le temps via le digital, est-ce que c'est bien? Donc il y a une forme de prise de conscience qui est aussi en adéquation avec notre société actuelle. Et du coup, ce questionnement, il doit être présent. Si demain vous voulez développer un business, ça représente aussi des opportunités pour votre entreprise. Premier aspect, la production. J'avais encore cette discussion ce midi avec un de mes amis. Il me posait la question, c'est quoi l'avenir du e-commerce? Est-ce qu'on peut faire encore un e-commerce et exister sur Internet? Aujourd'hui, les e-commerce qui fonctionnent et qui sortent de la masse sont des marques. C'est-à-dire que si demain vous voulez créer un site e-commerce ou développer votre activité, c'est important d'avoir vos propres produits, pas être juste une plateforme de distribution. C'est possible, c'est-à-dire qu'il y a des places de marché spécialisées qui existent, mais cette logique de marque, de créer de la valeur avec un produit, avec une identité et une personnalité, c'est essentiel pour se différencier, mais aussi pour avoir des marges assez conséquentes pour pouvoir se développer. On a ce premier élément vers une production plus responsable. Il y a un sondage qui a montré que 80% des Français ils trouvaient que le commerce, en général, polluait trop. Tout simplement, ça pollue trop. Pourquoi? Avec la livraison, avec les emballages. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de commander sur Internet, et puis vous avez juste un petit produit et avec un grand carton. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Levez la main si ça arrivé. Ouais. Donc là, déjà, il y a une problématique par rapport à cette logique d'emballage. Et cet aspect de logistique, il est aussi essentiel. Donc déjà, c'est de se poser cette question-là. Comment je peux créer un produit, mais en même temps, en me souciant un peu de l'ensemble de ces paramètres-là? Créer un produit avec du Made in France, avec une production locale, avec une identité qui va pouvoir faire valoriser ma marque différemment des autres acteurs. L'autre élément, produire en local ou national, c'est un gage de qualité. Dans la tête des utilisateurs, c'est indéniable. Et même en termes de stats, il y a des stats qui montrent que c'est à peu près 22% de plus sur le chiffre d'affaires, sur des produits similaires, avec cet aspect de Made in France. Donc ça a un véritable impact sur les ventes et sur la valorisation. Bien sûr que vous n'allez pas vendre au même prix si vous faites du Made in France, mais ça va permettre au final, d'avoir une approche beaucoup plus qualitative auprès de vos consommateurs. Nouveau phénomène, alors les labels. Les labels, je pense qu'il y a quelques années, c'était une logique très marketing. Aujourd'hui, c'est une logique vraiment d'authenticité. En tant que consommateur, on attend de la transparence des différents acteurs, on peut acheter en ligne. Et donc, il y a de nombreux labels, que ce soit sur le commerce équitable, que ce soit sur l'aspect vegan, que ce soit par rapport au respect des animaux, qui sont des choses importantes pour les utilisateurs et donc pour se différencier sur Internet. Je vous ai mis quelques exemples pour l'aspect vegan ou respect des animaux. Et ça, les utilisateurs sont vraiment à la recherche de ce type d'éléments
pour consommer en adéquation avec leurs valeurs. Premier exemple, celui de Respire. Je ne sais pas si vous connaissez Respire. Donc c'est Justine qui a créé une marque de déodorant et qui a été donc alignée avec un grand nombre de valeurs, c'est-à-dire avoir une production locale mais aussi naturelle, et donc de l'afficher, que ce soit en termes de communication. Je pense qu'il y a quelques années, c'était vraiment des choses qui étaient très marketées. Aujourd'hui, c'est une réalité et c'est ce qu'on recherche en tant qu'utilisateur. Donc ça, c'est un élément clé dans la réflexion d'un produit et dans sa communication. Le marché de seconde main. Ça, c'est aussi un élément qui est ultra en vogue. La plateforme Vinted. Qui a déjà vendu sur Vinted? Je ne vous ai pas dit, hein, c'est interactif aujourd'hui. Donc ça, c'est une plateforme aujourd'hui qui a pris vraiment de l'ampleur. Sur les précédentes années, on ne voyait pas ce type de plateforme. Les gens utilisaient que ce soit la marketplace Facebook ou le Bon Coin. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des modèles qui se créent uniquement sur cet aspect-là et qui permettent d'évoluer et de garder un lien avec les utilisateurs. Ah, j'achète un produit, je peux le revendre derrière et continuer le cycle de vie du produit. Et donc, il y a des structures qui proposent ce phénomène-là et l'utilisent vraiment comme un outil de fidélisation. Camaïeu, par exemple, a lancé un site vide dressing, c'est-à-dire pour continuer le cycle de vie de ses propres produits. On pourrait se dire, ok, ça va être une plateforme qui va être concurrente, mais au final, il l'utilise vraiment pour avoir cette logique communautaire et de fidéliser, et donc d'avoir une approche vraiment différente par rapport aux vêtements et à leur communauté. Exemple bien sûr de back market ou remade, où là aussi vous pouvez acheter des produits reconditionnés. Donc on voit que c'est une tendance qui est sur de nombreuses catégories et qui va avoir tendance à se prolonger. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus de déchets, on veut être dans cette logique-là d'avoir des produits et de leur garder un cycle de vie maximal. Des entreprises plus responsables, c'est un autre élément qui recouvre ce que je vous ai cité, c'est de se dire, ok, c'est bien d'avoir des éléments de communication, de dire « Ah, mon produit, il est comme ça ». Mais c'est aussi très important d'avoir des actions en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur aussi d'une structure, et donc de s'engager, d'avoir une certaine linéarité dans son fonctionnement, dans sa communication, dans sa manière d'être. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une entreprise qui le reflète beaucoup, c'est Adidas, qui a mis beaucoup d'actions en place par rapport à ça. Que ce soit avec des chaussures qu'ils ont fait à partir de matières totalement recyclées. Et puis après, une logique très tournée sur l'événementiel, avec des runs pour la nature, pour les océans. Et donc, ils propagent un message et des valeurs qui sont vraiment très alignées et donc incorporées avec leur marque. Vous avez d'autres marques, donc comme The North Face également, qui propose un site à part qui permet d'avoir des produits remis à jour et redistribués. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a des comportements qui sont totalement différents. Et là, je vous ai mis le message de Guillaume Gibault par rapport à cette logique de valeur. Slip Français, c'est un modèle sur leur communication, mais aussi sur leur manière d'être. C'est-à-dire sur leur boutique, ils vont acheter aussi le mobilier français, ils vont pas être forcément dans une politique de solde ultra agressive. Pourquoi? Parce que vous produisez en local, les choses ont une certaine valeur, et ça, il faut l'expliquer aux consommateurs. Et c'est exactement le même phénomène aujourd'hui qu'on voit sur la livraison. Aujourd'hui, toutes les marques proposent la livraison gratuite. Mais sauf que la livraison, ça a un coût. En tant que consommateur, on veut ne pas payer la livraison, alors que la livraison, ça a un coût. Et ça, les marques, elles ne nous l'expliquent pas, et nous, on veut faire baisser les prix, alors que la livraison, ça a un coût. Résultat, on se retrouve avec des situations comme avec Deliveroo, avec des livreurs qui ne sont pas forcément très bien payés, mais au final, pour correspondre aux attentes des consommateurs. Donc je pense que ça, c'est une tendance qu'on va avoir de plus en plus, c'est d'évangéliser, d'avoir de la transparence sur cette logique de pricing, sur les conditions de livraison, sur les conditions de fabrication, pour dire « Ok, regardez mon produit, vous le payez peut-être plus cher que la concurrence, mais au final, il est
mais c'est parce que ça et ça correspond à nos valeurs, donc on a fait cette décision d'avoir ce prix un petit peu plus élevé. On a vu donc tout ce qui était production, donc vraiment de se poser ces questions, quelles sont les valeurs de ma société, de mes produits, c'est vraiment essentiel de le questionner. Si vous ne l'avez pas forcément aujourd'hui, ou même quand vous achetez, posez-vous la question, pourquoi j'achète ce produit et pas un autre? Est-ce que ça correspond à mes valeurs ou autre? Et donc la logistique aujourd'hui, c'est, je pense, un aspect essentiel, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur le transport, d'essayer d'avoir des pratiques qui sont beaucoup plus saines pour l'environnement. Mais sauf que si je commande sur Amazon ou si je commande des produits qui viennent de Chine, j'ai envie de le savoir. Et j'ai envie aussi de pouvoir faire évoluer mon comportement sur ces logiques d'achat. Premier phénomène, logistique de proximité. On a déjà des réseaux qui sont mis en place, donc que ce soit avec des livreurs, mais aussi des consignes. Aujourd'hui, on arrive à une gare, il y a souvent des consignes qui sont mises en place où on peut récupérer des colis. Donc ça peut être Amazon, ça peut être d'autres types de plateformes. Mais on se rend compte que les points de livraison, ils sont partout. Ils ne sont pas seulement chez nous et au travail, mais ils peuvent être à des points relais, dans des consignes, donc sur un chemin qui peut être multiple dans notre quotidien. Donc ça, c'est le premier élément. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de points de retrait. Donc c'est ce qui va continuer. Et puis après, ça va tisser des liens entre les différents systèmes de livraison. Regardez un peu aujourd'hui une place de marché. Vous allez sur Amazon, sur La Redoute ou Cdiscount, des plateformes françaises. Vous allez acheter plusieurs produits. Ces plusieurs produits, ils proviennent de différents marchands. Ils vont centraliser le flux et ils vont tout livrer chez vous. Mais les colis, vu qu'ils viennent de différentes places, vous allez avoir une livraison pour chaque colis. Et donc si on prend ce système-là à l'envers pour l'aspect de logistique, on pourrait se dire, au lieu de récupérer produit par produit, est-ce que je ne pourrais pas centraliser, faire un hub de réception pour passer comme un drive, c'est-à-dire vous allez à un drive de votre supermarché, mais sauf qu'au supermarché, vous n'avez pas seulement vos courses, vous avez toutes vos commandes aussi Internet qui sont centralisées par rapport à ça. Et si le drive ne vous plaît pas, en fait, vous avez une consigne sur la route du travail, par exemple. Et donc, ce type de réflexion va permettre de fluidifier cet aspect logistique, de centraliser les flux, de réaliser des coûts, et puis d'être beaucoup plus dans cette logique environnementale. Donc ça, c'est une tendance qui va se développer. Vous avez déjà des plateformes qui permettent ce type de livraison de proximité, et donc ça, c'est quelque chose qui va s'intensifier sur les prochaines années. Je vous en ai parlé, donc cette logique de drive de proximité, il y a une plateforme que je connais bien qui est Supply Shop qui fait déjà ça, qui a sur la ville de Caen déployé un réseau entre les e-commerçants et les drives Leclerc. Et donc, avec cette plateforme, je peux dire, ok, j'ai besoin d'une baguette, d'un cadeau et puis de mes courses chez Leclerc. Et en fait, j'ai un livreur qui fait régulièrement un tour et qui centralise toutes ces marchandises en un endroit. Et donc, moi, ça me facilite le retrait. Et donc, si on voit aujourd'hui, il y a plein de leviers qui sont présents. Selon les pays, voilà, il y a plusieurs leviers. Il y a ces retraits que nous, on apprécie dans des points relais. Je pense que les Français adorent les points relais. Maintenant, la livraison aussi au travail est assez usuelle. Mais aujourd'hui, il y a de nombreux leviers qui permettent cette flexibilité dans votre quotidien et dans ces procédés logistiques. Donc on voit que cet aspect de logistique, aujourd'hui, il y a un réseau qui est mature. Ce qui manque, c'est davantage de connexions. C'est ce qui va vous permettre demain de se dire ah, je vais au travail, mais j'ai oublié de commander telle chose. Ah, je peux me le faire livrer sur la consigne, sur le chemin du travail, par exemple. Et vous allez avoir des processus de livraison qui vont être vraiment interconnectés. Donc ça, c'est deux éléments pour moi qui sont centraux, parce qu'une fois que vous avez défini votre aspect de production, vous avez un bon produit avec des valeurs et donc une histoire à raconter par rapport à ça, des processus de logistique qui vont être aussi en adéquation, vous avez une première base. Après, la question, c'est comment marketer ça. Je rencontre beaucoup de startups et aujourd'hui, le principal problème, c'est l'aspect d'acquisition. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se disent pour l'acquisition, il faut que je fasse de la publicité. Je
pense que c'est un levier qui est de plus en plus cher. Quand je parle de publicité, je parle plus de publicité sur Internet, donc les campagnes AdWords ou les campagnes sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est des logiques de mise en enchère. Et du coup, les prix augmentent, et c'est ce qu'on va constater sur les prochaines années. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, OK, au lieu d'être dans une logique d'enchère, parce que mon coût d'acquisition va toujours augmenter, vous avez intérêt à réfléchir à d'autres mécaniques. Et l'une des mécaniques aujourd'hui qui est primordiale, c'est cet aspect de communauté. On voit de plus en plus d'e-commerçants apparaître, mais qui sont déjà des communautés à la base, des communautés qui se transforment en boutiques. Encore, je reprends l'exemple de Respire, où Justine avait une très grosse communauté, a décidé de faire une campagne de crowdfunding pour investir des futurs clients, et donc pour lancer son projet, et donc les fidéliser dans le processus. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'une aventure entrepreneuriale, aujourd'hui, c'est plus une seule personne. C'est une personne avec une communauté. On développe des produits avec des clients, et aujourd'hui, cette logique d'entreprise en mode boîte noire qui échange de temps en temps avec les clients, elle est finie. Aujourd'hui, vous devez avoir une transparence sur les réseaux sociaux, vous avez une capacité de feedback énorme si vous connectez avec vos potentiels utilisateurs, et c'est ce qui vous permet d'évoluer très vite. Donc, la communauté aujourd'hui, pour des gens qui se lancent, c'est limite plus important qu'un produit. Vous avez de nouvelles pratiques, notamment le contenu produit par les clients. Aujourd'hui, ce dialogue-là, cette production, elle est beaucoup plus authentique. Et on trouve des e-commerçants, au lieu de prendre des photos dans leur studio, ils vont utiliser les photos de leur ambassadeur, des membres de la communauté. Et ça a beaucoup plus de valeur parce que ça raconte une histoire. Un autre concept sur cet aspect de marketing, c'est le product telling. C'est cette capacité à raconter une histoire à partir d'un produit. Et là, il y a des boîtes innovantes qui sont vraiment dans cette logique-là. Par exemple, le Slip Français, quand il lance de nouvelles pièces, il se pose déjà la question en amont, quelle histoire je vais raconter? Et en fait, ça change toute la perspective. Pourquoi? Parce qu'au lieu de créer un produit et de lui inventer une histoire après, ça c'est compliqué. C'est de la communication, du marketing. Mais si vous dites, OK, je crée ce produit-là, et en fait, il a déjà une histoire par rapport à ma vie, par rapport au contexte, à l'expérience que je peux avoir, ça va être beaucoup plus logique après dans la communication. Et aujourd'hui, sur les e-commerçants qui fonctionnent, ou les marques qui réussissent, il y a ce que j'appelle le triangle magique, c'est-à-dire le storytelling. Quelle est l'histoire de votre entreprise? Qu'est-ce que vous allez raconter? Quelles sont les valeurs par rapport à ça? Le personal branding, qu'est-ce que vous incarnez et quelle est l'expérience qui vous rend crédible? Et puis le product telling, quelle est l'histoire du produit en particulier? Et si vous regardez, donc j'ai cité pas mal d'exemples, ça peut être le Slip Français, Respire ou d'autres sites e-commerce, ceux qui fonctionnent bien, ils sont dans cette logique-là. Aujourd'hui, entreprise et client, c'est un rapport très horizontal, très plat. Il faut plus du tout percevoir l'entreprise au-dessus du client. Pourquoi? Parce que la force des réseaux sociaux, tout simplement, la force communautaire, où les gens ils peuvent s'organiser d'eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment important de le percevoir. Votre objectif, quand vous êtes une marque ou vous vendez en ligne, que ce soit des services ou des produits, c'est de rendre vos visiteurs ou les personnes avec lesquelles vous êtes en contact des ambassadeurs. Si c'est des ambassadeurs, même s'ils n'achètent jamais, c'est des VRP pour votre marque. Et donc, les gens qui comprennent ça, ça change totalement la perspective et l'interaction que vous pouvez avoir. Et nous, on est sur le B2B, et nous, c'est cette logique-là qu'on a eue depuis le lancement de notre projet. E-Commerce Nation, on a toujours été dans cette logique-là, de créer des liens avec des gens qui sont importants pour nous et pour faire évoluer notre projet. Donc cet aspect-là s'applique également sur le B2B. On va voir maintenant l'acte d'achat. C'est-à-dire que vous avez respecté tous ces points, donc félicitations, vous avez un super produit avec des bonnes valeurs, un processus de logistique que vous avez réfléchi, que vous pensez cohérent et transparent, et donc un marketing qui est en adéquation avec votre identité. Maintenant, c'est se préoccuper de l'acte d'achat, quelle est l'expérience d'utilisateur. Aujourd'hui, on regarde tous sur notre smartphone avant de passer à un achat.
Qui vérifie les prix sur Internet avant d'aller en boutique? Ok, je suis pas seul, ça va. On va comparer naturellement, et du coup ce processus de figital, c'est un mot qui est un peu barbare, entre le digital et le physique, mais qui veut dire, mais en fait, les comportements, ils sont unifiés pour un utilisateur. On ne fait pas la distinction avec quelque chose qui est en ligne ou qui est physique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à prendre en compte, et du coup qui enchaîne cette comparaison de masse qu'on peut avoir sur un produit. Mobile, bien sûr, incontournable. Alors, en France, ça commence à s'équilibrer. Mais quand on voit d'autres marchés, à l'étranger, c'est juste phénoménal. Mobile, tout est acheté par mobile. Donc ça, c'est une tendance qui va de plus en plus se développer. Je pense que les sites français sont encore en train d'évoluer, les technologies évoluent. Mais à terme, cet aspect de mobile, il va être prépondérant dans l'acte d'achat. Donc bien penser son site par rapport à ça. Une nouvelle technologie qui est de plus en plus répandue, l'e-wallet. Aujourd'hui, on paye beaucoup par carte de crédit, mais demain, ça va être plus cette logique de porte-monnaie en ligne. Et donc, on pourra acheter beaucoup plus facilement, comme avec du one-click sur Amazon, par exemple. Donc ça, c'est aussi une forte tendance, réduire au maximum les frictions. Quand on va aller sur Internet, oh, je vois un produit, je clique dessus, hop, c'est bon, c'est acheté. C'est parti en livraison. Alors, ça va être un porte-monnaie électronique, donc c'est d'avoir directement des moyens de paiement qui vont être électroniques. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir très bien une carte qui va me permettre d'accéder directement à un paiement. Exactement. C'est exactement le même principe que PayPal. Vous avez des solutions aussi qui vont permettre d'attribuer de la valeur ajoutée à l'utilisateur. Pas seulement réduire les frictions, parce qu'on peut se dire, ok, j'ai besoin d'acheter le plus rapidement possible, mais aussi comment je peux susciter de l'émotion à travers un acte d'achat. Et donc ça, c'est quelque chose aux États-Unis qui est très développé, et de se dire par exemple, ah, je vais faire un achat, ça va permettre de planter un arbre en Amazonie ou ailleurs. Ça va permettre de faire un arrondi pour reverser à une association. Ce type aussi de pratiques, je pense qu'ils sont d'autant plus d'actualité sur les prochaines années. Un exemple de e-commerce, Fago, donc une marque de mode, et donc qui a décidé vraiment d'intégrer cette interface-là. On peut voir les implantations des arbres qu'ils font via l'acte d'achat. Donc ça, c'est un acte très fort en disant, regardez, notre marque, elle prend parti et on vous montre l'impact qu'on a au réel. Je suis comment au niveau timing? 10 bonnes minutes, super. J'ai juste un petit slide pour se questionner. Je pense que vous avez sûrement plein de questions, j'imagine. Pour faire un petit peu le point sur ces éléments-là, pourquoi? Parce que c'est des éléments qui sont importants. Si demain vous voulez lancer une activité ou juste progresser dans votre chiffre d'affaires, c'est vraiment des éléments qui sont pas forcément compliqués à mettre en place, mais qui nécessitent quand même une certaine réflexion. Cet aspect de production, de se poser la question, est-ce que je produis responsablement? Est-ce que je suis capable de montrer à mes clients de manière totalement transparente mes process? Produire local, ça représente un coût, mais c'est un atout. On voit voilà, que ça peut augmenter le chiffre d'affaires d'une vingtaine de pourcents. Proposer un cycle pour les produits d'occasion. Ça, j'y crois beaucoup. Pourquoi? Parce que ça permet de garder un lien avec l'utilisateur. C'est-à-dire, il a fait un achat, ok, le produit, il l'a utilisé, il peut le remettre à disposition, donc il va revenir naturellement vers votre plateforme. Donc c'est pas seulement je fais un achat et puis basta, mais la personne va nouer un contact de plus avec la plateforme. Communiquer sur sa vision éthique. J'ai mis vision exprès parce que je veux pas tomber dans cette logique de marque. Aujourd'hui, en tant qu'utilisateur, on en a marre que les marques elles nous disent on est éthique, on met des labels ou autre. Ça doit être incarné par un savoir-être et une vraie démarche au niveau des individus. Donc si j'achète par une marque, j'attends que le PDG ou le directeur de la structure applique ces principes qui communiquent. Et je pense que ça, c'est essentiel.
Logistique, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un effet de réseau, donc on va avoir besoin d'acteurs qui vont encore fédérer ces réseaux de manière locale. Ça va être beaucoup de hubs qui vont être centralisés par rapport aux villes. Vous allez avoir un entrepôt à une entrée d'une ville qui va centraliser les flux et après qui va les disséminer avec une force de livraison. Davantage de drive de proximité, voilà, avec tous les schémas qu'on a. Sur l'aspect marketing, donc se poser ces questions-là, qu'est-ce que mon produit raconte comme histoire, mais aussi comment moi j'incarne cette histoire-là. L'aspect de communauté, aujourd'hui il y a des youtubeurs qui passent sur le e-commerce parce qu'ils ont une communauté, des instagrammeurs qui passent sur le e-commerce. Et donc c'est beaucoup plus simple de se dire, j'ai une communauté, je vais leur demander ce qui les intéresse et je vais vendre du coup un produit qui correspond à leur attente. C'est beaucoup plus simple de faire ça dans ce sens-là que de dire « Ah, j'ai un produit et je vais essayer de trouver des gens que ça intéresse ». Si ça intéresse personne, en fait, vous avez investi du temps et donc perdu de l'argent. J'accompagne certains entrepreneurs et par exemple, il y en a un qui voulait lancer une boutique de produits de surf et je lui dis d'abord, fais une communauté sur Instagram. Dès lors qu'il va avoir une communauté, il va avoir un rapport qui est beaucoup plus sain auprès de potentiels acheteurs et du coup ces personnes-là vont l'accompagner dans son aventure entrepreneuriale et ça va être des ambassadeurs sur son projet et sur le long terme. Contenu généré par les clients, voir comment vous pouvez collaborer et développer des synergies. Aujourd'hui, vous avez plein de gens qui veulent de l'attention de la part des marques ou des entreprises et parfois demander juste à ses clients ou à ses potentiels utilisateurs, c'est un signe d'avancée. Point encore clé, c'est sur une philosophie un peu plus globale, les entreprises et les clients aujourd'hui ils sont ensemble. Donc voilà, il faut vraiment voir si demain vous voulez vendre, développer votre chiffre d'affaires sur Internet, c'est un écosystème. Il faut prendre en considération cet écosystème, que ce soit avec des ambassadeurs, des clients, des médias, des blogueurs, et donc les fédérer ensemble autour du projet. Les aspects techniques, ça évolue de plus en plus vite. Je pense que sur l'année prochaine, on va avoir de nombreuses évolutions, beaucoup plus de plateformes SaaS. Donc maintenant, ça devient de plus en plus simple de créer son site e-commerce et de vendre en ligne. Qui a déjà vendu en ligne dans la salle? Sur Le Bon Coin, sur Facebook Marketplace? Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est simple. Et ben, sur l'aspect professionnel, ça va devenir encore plus simple. Créer une boutique aujourd'hui avec Shopify, vous pouvez le faire en quelques heures, c'est ultra rapide. Et les technologies sont plus sur de l'animation commerciale, pas seulement sur de la présentation de produits. Et ça va augmenter cette capacité, cette compétence à vendre. Donc j'espère que vous êtes prêts pour demain, pour créer de nouveaux e-commerce, de faire évoluer votre activité. Et je vous propose qu'on garde 5 minutes pour prendre vos questions, si vous en avez. Merci Nicolas, merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Vous avez forcément des questions. Le plus dur, c'est toujours la première question, madame. Bonjour, j'ai une petite question. Vous parlez beaucoup de communauté, mais on sait que c'est compliqué de la créer et surtout de la lancer. Quels seraient vos premiers conseils pour une marque pour en créer une? Je crois beaucoup à la sémantique. Donc, tu viens de dire de créer une communauté. Je pense qu'on ne crée pas une communauté. Première étape, c'est de la rejoindre. Il y a beaucoup de gens, ils se disent, je suis une marque, je vais essayer de créer une communauté. Et en fait, on ne peut pas créer une communauté si on n'en fait pas partie. Donc, premier élément, c'est de se dire, ok, c'est quoi ma communauté? Si c'est de l'industrie, de l'high-tech, de la cosmétique, ok, ils sont où les réseaux et les communautés, elles sont existantes où? Sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, ok, je les repère, je les identifie. Première étape, c'est de devenir un membre influent de cette communauté. Donc, c'est toujours important dans cette logique de business d'apporter de la valeur, d'être dans une logique de réciprocité. Pourquoi les marques, elles arrivent et disent je veux créer une communauté, ah mais il n'y a personne qui vient dans ma communauté. Mais quelle valeur vous avez apporté à ces personnes-là? Et généralement, il n'y a pas de valeur. Donc le premier effort, c'est de se dire non, je vais intégrer une communauté de l'intérieur, je vais me passionner, je vais m'intéresser par rapport à ça, et puis je vais voir un peu leur retour. Et après, je peux segmenter un projet de communauté, de l'axer
sur le côté, mais je pense que en fait, c'est de l'échange. Et le plus gros problème des marques, c'est de se dire, en fait, je ne vois pas le retour sur investissement. C'est quoi le ROI d'une communauté? Et il y a un gros problème là-dessus. Et moi, je pose cette question aux gens, c'est quoi le ROI de ton ami? Tu te fais des potes, ok, c'est quoi le retour? C'est un lien de confiance, en fait. On ne peut pas le valoriser, le lien de confiance. Et c'est exactement pareil quand on crée une marque. Ce qu'on veut, c'est être entouré d'ambassadeurs. Quel est le ROI de ces ambassadeurs? Il peut être nul, mais il peut être extrême. Pourquoi? Parce que si je maintiens cette confiance-là, il se transforme en VRP. Un VRP, quelqu'un qui a déjà une communauté sur les réseaux sociaux et qui va parler de mon produit. Mais c'est un écho formidable. Et surtout sur cette logique-là, ça change vraiment la donne. Et il y a des influenceurs qui font ça, que ce soit sur le sport, la course à pied. Ils vont déjà avoir un réseau, ils vont l'agrandir, ils font partie de cette communauté, ils vont avoir une certaine influence et après, ils vont créer leur boutique. En fait, c'est exactement ce schéma qu'il faut faire. Et même si tu as déjà un produit, tu peux faire ce schéma-là. Mais je pense que ce qui est important, c'est authenticité, engagement et générosité. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir que ça va se développer beaucoup plus vite. Et on a un exemple là. Moi, j'ai créé ma boîte il y a 3 ans, E-Commerce Nation. Jean-Louis nous a accompagnés depuis le début. On a toujours été dans cette logique d'apporter à l'écosystème de manière totalement gratuite ou autre, mais sans me poser la question du retour sur investissement ou autre. Et on a trouvé notre modèle économique 2 ans après la création de la société. Et maintenant, en fait, il y a beaucoup de gens qui consultent notre média parce qu'on a dégagé énormément de valeur et qu'on a fédéré la communauté. Mais la première étape, c'était vraiment de faire partie de cette communauté pour la comprendre et donc après évoluer avec. Autre question? Oui, c'était juste pour revenir sur la notion de communauté. Quand on parle de l'exemple de Justine qui a créé un produit nouveau, comment a-t-elle fait dans ce cas-là pour soit se constituer une communauté, soit fédérer des gens à son produit, sachant qu'on est sur quelque chose de tout à fait innovant? Ouais. Alors c'est vraiment intéressant que tu cites cet exemple de Justine, parce que Justine, en fait, elle était influenceuse sur la course à pied. Alors moi, je suis bien calé sur le domaine, c'est mon truc la course à pied, donc je connais un petit peu ce domaine, mais elle avait déjà une très forte présence sur Instagram. Donc elle faisait déjà des collaborations avec les marques, et donc quand elle a lancé en fait son produit, elle s'est adressée à sa communauté sportive. Et vu qu'elle avait déjà fait des OP avec des marques, elle connaissait déjà beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses sur le domaine. Et donc, en fait, elle avait un rapport authentique parce qu'au départ, elle n'avait pas de produit à vendre. Et c'est la logique. Je vais me sociabiliser avec plein de gens, rencontrer plein de personnes, fédérer une communauté. Et après, je me dis, OK, j'ai un produit qui correspond à certaines valeurs et j'utilise mes réseaux qui sont en place. Alors, tu peux me dire après, ouais, mais moi, je n'ai pas forcément l'influence ou autre. Mais en fait, je fonctionne vraiment par des épicentres. Les marques, ce que je leur recommande, c'est si tu as un service ou tu as un produit, si toi, tu n'as pas l'influence, il faut que tu ailles la chercher là où elle est positionnée. Et donc, ça peut être des influenceurs, ça peut être des blogs, ça peut être des médias sur ton secteur. Et donc, ton but, c'est de créer des relations très fortes avec ces acteurs-là. Pas des relations commerciales, des relations humaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je pense maintenant les marques, elles le comprennent davantage. C'est de se dire... au lieu de payer des influenceurs, des médias ou autres, ce qui est plus intéressant, c'est de créer un lien de confiance. Parce que ces personnes-là, elles vont mieux comprendre le produit, elles vont vous accompagner sur le long terme, et dès que vous allez avoir une problématique, ils vont être là pour vous et pour beaucoup moins cher. Donc je crois beaucoup à cet aspect humain, et nous, c'est ce qui s'est validé aussi sur notre évolution ou l'évolution de certains de nos partenaires. Autre question? Pas de dernière question? Il n'y a plus de questions, donc ça semble clair. Très bien. Juste avant de nous séparer, Nicolas, tu es avec nous jusqu'à demain matin, je crois. Donc vous pourrez librement poser vos questions dans les couloirs, au bord d'un café, à Nicolas, qui est toujours très très ouvert et qui sera prêt à répondre à toutes vos questions.
rejoindre cette communauté e-commerce nation, rejoindre la communauté des e-commerçants, très rapidement, c'est une page Facebook, un groupe LinkedIn, en plus du site. Tu peux nous en dire plus en quelques mots ? Oui, vous pouvez rejoindre notre newsletter régulière toutes les semaines. Et puis après, sur les réseaux sociaux, on est sur tous les réseaux sociaux. Je vous recommande LinkedIn, c'est là où au final il y a plus d'interactions pertinentes et professionnelles. Donc on a un groupe en place pour échanger avec les e-commerçants. Et puis j'en profite aussi, on a un nouveau projet qui devrait sortir début d'année prochaine, qui est l'ECN Academy, qui va être une plateforme de formation en ligne dédiée aux e-commerçants. Donc voilà, on pourra accompagner un grand nombre avec des formations et des tutos sur notre plateforme. Donc voilà, après je suis dispo, vous pouvez me trouver ou sinon sur les réseaux sociaux, Nicolas J. Chevalier sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, si vous aimez courir.